Bon, d'abord, merci aux organisatrices et aux organisateurs de m'avoir invitée, même si la tâche de présenter, puisque c'est ce qui m'a été demandé, de présenter une histoire du concept de guérison en psychiatrie depuis Pinel, ce qui est quand même très problématique. Et donc, difficile aussi de parler après Agustine Casaglia. Je vais peut-être vous paraître plus académique, mais bon, je vais essayer de tenir le temps, en revanche, donc d'une demi-heure. Donc, j'ai titré La guérison en psychiatrie, une histoire impossible, donc avec un point d'interrogation. Histoire impossible parce que savoir ce que guérison veut dire en psychiatrie est une gageure, on l'a vu déjà depuis hier soir, puisque jamais dans l'histoire de la psychiatrie en l'occurrence, il n'y a eu consensus autour de ce que l'on guérit. Les différentes dénominations déjà le soulignent, on va voir qu'il s'agit de folie, d'aliénation mentale, de maladie mentale, de psychose, de névrose plus récemment. Et que signifie guérison? On l'a vu aussi. On ne sait pas. Est-ce que ça signifie rémission? Est-ce que ça signifie maîtrise et gestion de sa maladie? Est-ce que c'est un retour à la santé ou un retour à la normalité? Mais alors là, on entre dans la question de qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce qu'être normal? Puisque là, le concept de normalité diffère selon les temps, les sociétés, et dépend de bien des facteurs culturels, politiques, économiques et bien sûr physiologiques. Bon, toutefois, les médecins dans l'ensemble ont le souci de soigner et en général le souci de vouloir guérir. Donc, ce que je peux, je crois, vous apporter par mon approche historienne, c'est une mise au jour des moments de changement, voire de rupture, dans le concept de guérison en psychiatrie, depuis la fin du XVIIIe siècle donc, et les travaux de Philippe Pinel, en les mettant en lien avec les enjeux culturels, politiques, idéologiques, voire économiques, donc, et ce jusqu'au début du XXe siècle. Je m'arrêterai autour de la Grande Guerre. Bon, j'espère qu'on aura le temps éventuellement de poser d'autres questions pour l'après. Et donc, je vais essayer de travailler autour de cette folie et de sa possible guérison, parce que je crois en effet que cela a beaucoup à nous dire sur le politique, sur la volonté des autorités de contrôler les individus, d'en maîtriser les corps et la pensée, mais aussi sur les apparitions, les disparitions ou les mises à l'écart de nosologie et d'étiologie, selon les lieux et les moments de l'histoire. Donc, ce sera une histoire relativement rapide quand même, assez... peu nuancée, je dirais, mais je vais vous proposer des hypothèses, justement, qu'on pourra peut-être discuter. Et j'espère pouvoir vous donner à penser des éléments pour penser le présent, votre présent. Là, évidemment, je ne m'y attacherai pas. Donc, première rupture, première transformation, j'aime autant ce terme, c'est à la fin du XVIIIe siècle. Si depuis l'Antiquité, la folie est perçue comme une catégorie médicale, on considère que la psychiatrie est apparue à la fin du XVIIIe siècle en Europe, la Révolution française marquant vraiment le seuil décisif. Et c'est après une longue réflexion des philosophes des Lumières, qui avaient fait émerger un nouveau sujet libre, mais il a fallu aussi de profonds bouleversements de la société, de ses structures, pour qu'il y ait aussi une rupture en matière médicale, et connaissent la psychiatrie. Ce fut ce que l'on appelle, vous le savez, la révolution clinique. Et là, on a une nouvelle définition du statut du malade dans la société qui va apparaître, et la maladie peut dorénavant être lue sur le corps du malade et restituée par le langage. Là, je renvoie par exemple à la naissance de la clinique de Foucault. Enfin, je ne vais peut-être pas, je vais faire comme vous, Florence Cartier, et ne pas donner toutes mes références, que ça alourdit beaucoup, je pense que vous les retrouverez. Donc, avec ce regard clinique, l'homme va prendre conscience de son statut d'objet, et le médecin, en tant que sujet, regarde dorénavant un corps-objet dans sa matérialité, qui normalement n'autorise plus aucune recherche de signification cachée, surtout divine. Et là, je pense évidemment au début de la psychiatrie. La médecine est alors donc dorénavant fondée sur une connaissance des lois du fonctionnement normal du vivant et sur l'affirmation d'une identité entre normal et pathologique. On l'a déjà dit. Ce paradigme pose la question centrale de la normalité et va déborder du corps, révolution clinique, à l'esprit,
et qui oblige à poser la question du fou et de la folie, avec donc toujours en arrière-plan l'existence de la liberté du sujet et de ce qu'ont apporté les philosophes des Lumières, toutes les révolutions et les révolutions politiques aussi bien en Grande-Bretagne, aux États-Unis qu'en France. Donc, on a cette naissance de la psychiatrie qui en est issue, et elle peut être attribuée en France, elle peut être attribuée aux Français, bon, c'est la tradition, hein, on peut évidemment élargir beaucoup cela, au Français Philippe Pinel. Et c'est ce premier psychiatre, qu'on n'appelle pas du tout psychiatre, mais aliéniste, hein, donc j'utiliserai plutôt le terme du temps, et qui va opérer une distinction entre aliénation et folie. Et il crée le terme d'aliénation mentale. Pour lui, le fou est en effet un aliéné, un malade qu'on va pouvoir soigner et qu'on va pouvoir peut-être guérir, puisque pour lui, sa déraison n'est pas constante. Et donc, au moment où il est raisonnable, eh bien, on va lui faire prendre conscience qu'il est fou. Et s'il dit qu'il est fou, eh bien, il n'est plus fou. Hein. Donc, il suffit de le raisonner, il suffit à l'aliéniste de le raisonner lors de ces moments de lucidité. Et l'apparition donc, et le développement de cette catégorie, aliénation, permet une reconnaissance de la maladie mentale. Et donc d'entrer dans cette révolution clinique, maladie mentale en tant que sphère autonome que peut s'approprier pleinement donc, le champ médical, en pleine révolution clinique, comme je l'ai dit. Et cette révolution clinique change donc le regard sur le corps et permet de tenir sur l'être humain un discours, disons, à structure scientifique. Et dans ce cadre, les premiers aliénistes donc, cherchent d'abord une étiologie à l'aliénation. Et donc, je pense que vous connaissez ce tableau, qui sera, qui est une erreur d'ailleurs, puisque ce n'est pas lui qui l'a fait, mais ça créera la mythologie de Pinel. Et donc, ces premiers aliénistes vont chercher une étiologie à l'aliénation. Ils vont écarter une cause directe cérébrale au profit d'un détour par les passions. Ce sont les passions qui causent l'aliénation. L'aliénation est pour eux un dérèglement des passions. Alors les passions, c'est la colère, la frayeur, la douleur, la joie, l'amour, la haine, la crainte, le remords, la jalousie, donc toutes ces choses. Et par l'intermédiaire des viscères, essentiellement le ventre, donc tout ce qui se passe, vous savez que c'est très important, ça remonte au cerveau. Bon, il faut bien penser que la connaissance neurologique à cette époque est très très limitée encore. Donc, pour soigner et guérir ce malade, Philippe Pinel et donc Esquirol, comme je l'ai montré dans la photo d'avant, vont élaborer ce qu'on a appelé le traitement moral, une thérapeutique spécifique nécessitant la création d'hôpitaux particuliers que seront les asiles. Alors, il faut entendre moral par opposition au physique, hein, ça n'a rien d'éthique ou au sens moralité. Il faut isoler les malades, en effet. Alors, il n'existe pas de théorisation générale du traitement moral, mais on a un certain nombre de cas exemplaires et on pourrait le résumer autour d'un principe d'autorité bienveillante décliné sous diverses formes. Il s'agit d'établir dans le cadre de l'asile une communication entre médecins et malades, donc aliénistes, psychiatres et malades, par un processus thérapeutique où se noue constamment l'opposition entre liberté et autorité. Liberté du malade et autorité du psychiatre. Et donc l'isolement du malade, sa séquestration, comme on dit à l'époque, est considérée vraiment comme une procédure de soins médicale, même si ça pose énormément de problèmes politiques. Il faut faire comprendre à l'aliéné donc qu'il l'est. Alors au même moment, alors je vais quand même vous montrer quelques maniaques. Vous savez que c'est la monomanie, c'est une des grandes nosologies que met au point, invente si on peut dire, Pinel et Esquirol. Bon, vous connaissez les tableaux de Géricault, je pense qu'ils sont superbes avec ce monomane de l'envie et ce monomane, ce sont des tableaux, semble-t-il, qui ont été faits à la Salpêtrière et probablement pour l'homme dans un hôpital d'hommes. Bon, les chalets de la Salpêtrière où se trouvent les folles et où travaille Pinel, vous le savez. Au même moment, d'autres médecins sont convaincus par les bienfaits du magnétisme animal, qui a été inventé par le médecin autrichien Mesmer, et surtout par les bienfaits d'un de ses effets, qu'est le somnambulisme magnétique, qu'on va appeler l'hypnose. Mais à cette époque,
toute la première moitié du enfin jusqu'à la Grande Guerre, on parle de somnambulisme magnétique. Si vous avez lu Balzac, vous le retrouvez très très souvent, ou Dumas. Et ils vont chercher, ces médecins, par ce moyen, à guérir des formes d'aliénation, des maladies nerveuses, mentales, de toutes sortes, et des guérisons semblent avoir eu lieu pour un certain nombre de patients. Hein, tu parlais du livre de Lady Lincoln, c'est un manuscrit que j'ai travaillé et qui montre, semble-t-il, que cette femme a guéri. Donc, des guérisons semblent avoir lieu pour un certain nombre de patients et de patientes dans les premières décennies du XIXe siècle. Ce traitement par somnambulisme magnétique diffère fortement du traitement moral sur un point important, puisque oui, c'est la mise en état d'hypnose. Bon, c'est pas de cette époque, mais il n'y a pas de photo, évidemment, dans la première moitié du 19e. Le médecin magnétiseur va suivre à la lettre les désirs et les injonctions du patient lorsqu'il est ou lorsqu'elle est en état de somnambulisme magnétique. C'est-à-dire, elle dit exactement où il dit ce qu'il veut qu'on lui fasse, à quel moment il faut qu'il soit magnétisé, les potions qu'il faut lui mettre, pour l'électricité qu'il faut lui envoyer, ce qu'on appelle souvent la faradisation, puisqu'on traite beaucoup de cette manière, les bains, les douches, etc. Au contraire, si on peut dire, l'aliéniste donc va ne pas reconnaître, donc plutôt, cela veut dire que le médecin magnétiseur reconnaît un savoir au patient. Il lui reconnaît un savoir puisqu'il écoute ce qu'il dit quant à son traitement. Bon, pour le reste, on pourra en discuter, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. En revanche, l'aliéniste, lui, est plutôt autoritaire, même si c'est une autorité bienveillante, mais bon, on pourrait en discuter aussi. Et surtout, il ne doute pas, lui, aliéniste, psychiatre, qu'il détient le savoir et que le malade, lui, ne le détient pas. Je crois que c'est une des grandes oppositions. Bon, de ces cures, comme on les appelle, le corps n'est par ailleurs jamais absent. Aliénistes comme médecins magnétiseurs usent aussi de potions, de révulsifs, de bromures, d'excitants, de narcotiques, d'éther, belladone, opium, chloroforme, hashish, beaucoup, l'écotère, l'hydrothérapie et donc l'électricité sous différentes formes. Ces deux interprétations sont mises en question, certes de manière différente. Le somnambulisme magnétique est mis au banc de la médecine académique à la fin des années 1830, ce qui va empêcher toute recherche scientifique en hôpital. Alors c'est quasiment dans toute l'Europe, c'est particulièrement fort en France, mais c'est le cas à peu près partout. Et pourtant, un certain nombre de médecins avaient proposé des explications qui pouvaient être tout à fait recevables scientifiquement. Oui, je vous ai mis aussi la somnambule de Courbet, je pense que vous la connaissez, c'est voyante ou somnambule, mais le vrai nom c'est somnambule, donc elle serait dans cet état. Donc je vais vous laisser Courbet. Donc, pour les conceptions des premiers aliénistes, comme aussi des médecins magnétiseurs, d'ailleurs, les changements qui vont avoir lieu, les mises en question, sont liées en partie aux découvertes médicales, qui sont importantes, qui donnent de plus en plus de place, par la connaissance qu'on en a, au système nerveux et au cerveau et à l'encéphale. Et donc, cela va mettre en cause la nosologie de l'aliénation, ayant comme cause les passions. Et on va avoir donc des changements qui sont, me semble-t-il, largement dus aux évolutions politiques et sociales. Donc, deuxième grande transformation, les années 48-50. En effet, alors c'est une hypothèse évidemment, si les ruptures que les premiers aliénistes donc, avaient apportées étaient vraiment liées à tout le XVIIIe siècle et aux grandes révolutions politiques, y compris la révolution clinique d'ailleurs, il me semble que ce nouveau changement, les très profondes ruptures qui ont lieu en Europe, vont peut-être permettre de modifier les conceptions de la folie. En effet, l'Europe, vous le savez sans doute, vit dans ces années 48, alors je vous ai mis une petite carte pour vous rappeler l'énormité de ces révoltes donc, qui dominent toute l'Europe et en quelques années, partout, alors selon les situations, il va y avoir une remise en cause de l'ordre politique, idéologique et économique.
Et partout, donc, il va y avoir des exigences nouvelles de liberté qui se font, bon, plus en France qu'ailleurs, parce que la France était déjà plus avancée, je dirais, enfin plus avancée, c'est difficile de parler de progrès, mais il y aura une demande de socialisme en France qui n'est pas le cas dans d'autres États. Mais surtout, partout, l'ordre ancien est mis en cause, ses normes sociales, ses lois, ses dominations et ses hiérarchies. Et cela provoque une immense peur pour les tenants du pouvoir et pour les élites détenant le pouvoir, donc y compris, bien sûr, les médecins. Ainsi, en 1850, paraît une thèse de médecine en Prusse, enfin donc on parle parfois d'Allemagne, mais vous le savez, l'Allemagne n'existe pas en tant que telle, donc qui est écrite par un médecin. Il n'est pas aliéniste, mais elle est intéressante puisqu'elle s'intitule donc « De la maladie démocratique, nouvelle forme de folie ». Et donc l'auteur Grudek, enfin c'est le père d'ailleurs de l'homme de théâtre, va être traduit très très rapidement par un aliéniste, cette fois, Brière de Boismont, et il va souligner, donc cet aliéniste français, à son tour l'épidémie en 1848 de cette folie démocratique. Et lui va même parler de maladie des communistes. Alors là aussi, bon, c'est évidemment pas du tout ce que c'est le communisme des premiers socialistes, comme on les appelait aussi. Donc c'est une maladie de classe, une maladie des ouvriers, du monde prolétaire et du monde populaire. Alors que faire pour en guérir et maintenir le retour à l'ordre qui a eu lieu dans toute l'Europe et de manière extrêmement sanglante, y compris en France, vous le savez sans doute, les journées de juin par exemple ont été assez terrifiantes. Donc je mettrai cette grande peur du désordre en lien avec un changement significatif dans l'interprétation de l'aliénation mentale. En effet, l'hypothèse d'une causalité passionnelle à la folie n'a pas permis de déceler ces passions politiques et l'unicité de l'aliénation mentale, essentielle pour les premiers aliénistes, et pour Pinel et Esquirol en particulier, va être cassée au profit de la pluralité des maladies mentales qui s'y substituent en France, donc comme dans l'espace germanique. Et des aliénistes vont affirmer dorénavant que les maladies mentales sont dues à un fonctionnement morbide du cerveau, sans négliger toutefois les causes psychiques. Même Grisinger, ou Grisinger, je ne sais pas comment vous voulez prononcer, va dire que la folie est une maladie du cerveau, mais en fait, il continue à donner un traitement psychique, et même Falleret aussi. Et surtout, donc, la folie, ces maladies mentales vont être dorénavant perçues comme un processus lent et non pas comme une maladie fondamentalement aiguë, comme le pensaient ces accès maniaques justement de Pinel ou d'Esquirol. Et donc c'est Falleret qui pose l'idée d'une évolution des maladies mentales allant jusqu'à la chronicité. Et donc ce n'est plus un accident que ces maladies mentales, mais une sorte de décomposition de l'être avec des phases, incubation, phase aiguë et puis chronicité éventuelle. Et donc des modalités différentes de maladies mentales se déploient en cette fin de siècle, donc on bascule là, dans la deuxième moitié du siècle, partout en Europe. D'une part, une forme de folie qui revêt une chronicité, mais où l'on conserve sa lucidité, même au prix d'angoisse terrible, et on parlera bientôt de névrose, alors pas au sens de maladie nerveuse comme Charcot, enfin c'est au même moment d'ailleurs où on pense d'une manière différente puisque c'est Freud. Ces syndromes n'évoluent pas et ne se transforment pas en folie. Et puis une autre forme où le sujet perd sa liberté, où la déraison existe, et on parlera éventuellement on parlera de psychose. Pour chercher à guérir le malade, les aliénistes vont donc dorénavant, enfin les psychiatres, vont chercher à observer dorénavant les évolutions, le déroulement de la maladie, puisqu'il n'y a plus uniquement cette phase aiguë, et ils vont insister beaucoup sur l'hérédité. Quasiment toutes ces maladies sont dites héréditaires. N'oubliez pas qu'on pense que l'hérédité des caractères acquis existe, quasiment à la fin du XIXe siècle. L'hystérie, par exemple, est héréditaire. Enfin bon. Et ils vont insister aussi sur la dégénérescence. Et ça, c'est le deuxième concept médical de dégénérescence qui est
j'ose dire inventé, disons qu'il est créé plutôt, par Bénédicte Augustin Morel, donc, qui va créer ce concept de dégénérescence par la publication en 1857 d'un traité des dégénérescences. Et ce concept donc, va se déployer partout en Europe à la fin des années 50, complétant celui d'hérédité, et il va dominer l'aliénisme, enfin dominer, du moins il n'y aura pas consensus, mais il va quand même être très fortement là jusqu'à la Grande Guerre, donc au début du XXe. Or, pour Morel, un individu dégénéré ne guérit pas. Donc là, la dégénérescence est héréditaire. Donc le dégénéré doit être interné pour être protégé de lui-même et aussi pour protéger son éventuelle descendance. Bon, Morel pense qu'au bout de la 4e génération, de toute façon, ils disparaissent. Mais il préfère l'internement. Lui-même est directeur du grand hôpital de Saint-Yon qui est à Rouen, enfin près de Rouen, et il a essentiellement enfin, de toute façon, les asiles n'accueillent que des indigents, donc des pauvres, mais il a essentiellement une population prolétaire et ouvrière. Et donc, son concept de dégénérescence conduit à cerner une population sur laquelle se concentre, enfin, il va du moins concentrer tous les risques dégénératifs, l'immoralité, la misère, l'alcoolisme, et on a donc ainsi une sorte de profil pathologique qui est créé des classes ouvrières, et qui permettent peut-être, alors c'est évidemment une hypothèse, d'écarter les revendications du politique et du social. Ils sont malades, donc il faut les soigner, hein, et les problèmes seront résolus, internons-les. Donc guérir ces maladies mentales devient problématique, d'autant plus que le traitement moral qui est toujours, je dirais, mis en avant, ne fonctionne plus dans ces asiles qui sont immenses, qui ont plusieurs centaines de malades, et où il y a souvent un médecin. Donc évidemment, le dialogue et l'autorité bienveillante ne fonctionnent plus. Donc cette surpopulation rend impossible ou quasiment impossible la mise en œuvre de ce traitement moral. Et il n'y a évidemment pas, vous le savez aussi, de formation du personnel. Il y a énormément de religieux et de religieuses et qui sont souvent quand même, il vaut mieux mourir et aller au ciel. Donc là aussi, le traitement n'est pas extrêmement intéressant. Donc, bien des malades sont internés à vie, et avec l'hérédité et la dégénérescence, les aliénistes vont se trouver confrontés si on peut dire, à ce qu'on va appeler la folie héréditaire, que nombre d'entre eux vont admettre dorénavant, même si certains vont en modifier les postulats chrétiens de Morel. Morel est un grand catholique, donc il pense que, je dirais, tout va bien, on est sûr que l'homme ne dégénérera pas. Et donc, l'aliéniste, par exemple, Valentin Magnan, que vous connaissez peut-être, puisqu'il a été nommé à Sainte-Anne, donc à Paris en 1967, quand le Sainte-Anne a été ouvert, va contester le postulat premier, le postulat chrétien de Morel. Il est beaucoup plus proche des théories évolutionnistes de Darwin, et il pense que l'homme, que l'homme est perfectible, et donc il va faire de la dégénérescence non pas un processus de régression, mais une pathologie, un déséquilibre qu'on peut donc soigner, et les guérisons deviennent possibles, même si elles sont quand même très aléatoires. Et s'amorce aussi avec ces folies héréditaires la possibilité, je pense que vous le savez aussi, de perversions qui vont être mises au jour par Krafft-Ebing notamment dans le monde germanique. Mais naissent aussi des folies partielles, telles la folie du doute ou la folie résonante, et notamment la folie résonante des hystériques et de certains mélancoliques. Et cette folie hystérique va donner lieu à des débats extrêmement vifs à la fin du siècle, enfin dans les années 1880-1890, qui opposent certains aliénistes contre le neurologue Jean-Martin Charcot, qui lui refuse que l'hystérie soit une folie, sauf en cas de dégénérescence, mais pour lui, vous le savez, l'hystérie est une maladie purement neurologique. Or, ce médecin a une renommée immense et il va... Toutes ces discussions autour de l'hystérie et de l'hypnose vont, d'une certaine manière, être un troisième temps pour l'évolution du concept psychiatrique de guérison. Jean-Martin Charcot donc, va en effet donner une place prépondérante, vous le savez, à l'hystérie, qui va devenir une maladie phare, vraiment entre 1870 et 1890, enfin même quasiment jusqu'à la Grande Guerre. Et il réintroduit surtout l'hypnose,
Donc cet ancien somnambulisme magnétique, qui est toujours là, hein, que beaucoup pratiquent, et il va le réintroduire dans l'espace hospitalier, mais sous une forme pathologique, en affirmant devant l'Académie des sciences en 1882 que l'hypnose est une hystérie expérimentale. L'hypnose permet de reproduire les phases de l'hystérie. Sous hypnose, par l'émission de son ou de lumière intense, bon, je pense que vous connaissez ces photos, elles sont issues de l'iconographie de la nouvelle iconographie de la Salpêtrière. Donc, sous hypnose, il va produire la léthargie, la catalepsie ou encore le somnambulisme. Et en léthargie, par exemple, une malade ou un malade, enfin là c'est à la Salpêtrière, donc c'est des femmes, va reproduire les émotions. Hein. On a ces photos de femmes en prière ou de femmes en extase. Donc, elles reproduisent un certain nombre de choses. Dans l'état cataleptique, l'hystérique devient vraiment une sorte d'automate par suggestion. Hein. Donc, par la parole, là, on peut lui suggérer n'importe quoi. Enfin, quasiment. Et donc, l'hystérique, en état d'hypnose, devient une sorte de cobaye. Et ce sujet d'expérience et son observation va interroger très profondément neurologues et aliénistes. Et vous le savez, bien sûr, Freud va à la Salpêtrière en 85-86. Certains vont mettre en exergue l'existence justement de ces différents états de conscience, ainsi les phénomènes de double personnalité, que le somnambulisme magnétique avait déjà mis au jour, mais on n'avait pas ce terme. Ce phénomène de double personnalité que montraient des malades qui pouvaient avoir deux états de conscience séparés et inconnus l'un de l'autre. On les voyait passer de l'un à l'autre et c'est en effet tout à fait intéressant. Par ces observations, l'existence d'un inconscient psychique et non plus seulement cérébral devient pensable. Et les maladies mentales pourraient donc avoir une étiologie purement psychique. Ce qui n'avait pas été possible, du moins c'est mon hypothèse, dans les premières années du XIXe siècle avec le somnambulisme magnétique, le devient dans ces années 1880. En effet, si les débats sont vifs tant que Charcot est vivant, dès sa mort en 1893, ces thèses sont rapidement abandonnées, ces thèses neurologiques sont abandonnées, et quelques médecins non aliénistes en sont les chevilles ouvrières, donc Pierre Janet d'une part en France, qui va forger une nouvelle classe de maladies mentales, celles qui ressortissent d'une désagrégation mentale, d'un épuisement cérébral. Cette conscience diminuée, faible, obscure, qui implique une différence de degré plus que de nature avec l'état conscient, il va l'appeler le subconscient. Et puis, bien sûr, Freud, qui propose au contraire, lui, un refoulement du trop-plein d'excitation, qui va créer la notion d'inconscient psychique. L'inconscient, enfin, c'est ce que vous appelez la première topique, est un lieu inconnu de la conscience, une autre scène. Donc, le psychique prend alors une importance jamais atteinte, et pour guérir ces maladies, on va mettre au point, inventer d'une certaine manière, la psychothérapie. Et le mot apparaît en Grande-Bretagne sous la plume du médecin Hackchuk, qui lance le terme de psychothérapeutique, enfin psychothérapeutique, en 1872. Il va être très vulgarisé par un autre que vous connaissez peut-être, Hippolyte Bernheim, Freud y a été aussi, et ce qu'on appelle l'école hypnotique de Nancy, c'est un terme facile, souvent par opposition justement à Charcot, à Paris. Et la psychothérapie va se répandre partout en Europe et sous différentes formes. Alors là, on a vraiment toutes les formes, avec hypnose par exemple pour Janet, par suggestion avec Bernheim, puisque lui pense que vraiment il n'y a pas d'hystérie, par autosuggestion, vous en avez parlé hier, c'est Coué, mais c'est vraiment le même soubassement intellectuel, par persuasion, c'est Dubois de Berne par exemple, ou Desgerines à Paris, et sans hypnose avec Freud. Et là, c'est vraiment le génie de Freud. Alors bon, là, je vous brosse un petit peu dans le sens du poil, mais ça me paraît très, très important. Lui va sortir de l'hypnose en ajoutant beaucoup de choses. On travaille sur le langage, sur les lapsus, sur le rêve, bien sûr, et puis sur le rapport et le transfert. Et là, il se passe quelque chose d'extrêmement fort et qui va le décaler par rapport à cet ensemble qui finalement met la psychothérapie à l'ordre du jour. Et donc je vais essayer là aussi de dire que toutes ces conceptions, toutes ces évolutions des conceptions de la folie ont donc permis
à ces nouvelles formes de thérapie, de guérison, enfin pour accéder à la guérison de prendre forme, mais est-ce qu'il n'a pas aussi fallu d'autres ébranlements pour que cet état connu depuis la fin du XVIIIe siècle, le somnambulisme magnétique, il apparaît en 1784. Donc, pour que cela soit possible à ce moment-là, pour qu'on puisse réfléchir, avoir accès à cette intériorité de l'être humain qui permet de le soigner autrement que par sa chair, par ses nerfs et par éventuellement la neurologie ou d'autres moyens que j'ai évoqués. Alors certes, là aussi, les découvertes en neurologie sont très importantes. Hein. Il y a une sorte d'accélération des découvertes. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je pense que vous les connaissez. Et donc, j'essaierai d'ajouter un certain nombre d'autres changements historiques, idéologiques, politiques, économiques. Dans ces dernières décennies du 19e et du début du 20e, on peut en effet observer le déploiement d'une nouvelle réflexion sur l'homme. Hein, j'ai mis une majuscule volontairement, venant d'horizons différents et convergents. Là, ce n'est pas une guerre, enfin, il y a eu des guerres évidemment, mais ce n'est pas en Europe à ce moment-là. Enfin, il y a eu celle de 70, mais elle est quand même assez ancienne. Les approches qui se revendiquent de la science, hein, avec des guillemets partout, se diversifient. On a des nouvelles approches des sciences sociales. L'histoire, par exemple, qui est une discipline née au début du 19e, se veut positiviste. Hein, on parle d'histoire positiviste, en fait, il faut dire histoire méthodique, mais en France comme en Allemagne, hein, donc appuyée sur choses très scientifiques. L'individu seul ou en société ou en foule encore devient l'objet de recherche des deux nouvelles disciplines qui naissent à ce moment-là en tant que discipline, la sociologie et la psychologie. Une des formes de la psychologie physiologique, remet en question des postulats métaphysiques de la philosophie. L'introspection, hein, qui était normalement le seul accès à l'intériorité, va être questionnée. Bergson, par exemple, demande à la psychologie de lui fournir des expériences pour interroger les relations entre le corps et l'esprit. Et je suppose que, Agustine, je ne sais pas où vous êtes, mais vous pourriez en rajouter beaucoup. Et il rejoint Bergson en cela, ce qu'on appelle à cette époque-là les sciences psychiques. Hein, il sera d'ailleurs président d'un certain nombre de congrès qui portent leur attention aux états à la limite de l'extraordinaire, de l'anormal, du paranormal. Là, on a tout un mouvement absolument énorme qui se passe. D'autre part, on a des nouvelles croyances qui naissent, de nouvelles religions qui apparaissent. Alors, elles sont apparues 57 pour le spiritisme et 72 pour la théosophie. Mais ces deux nouvelles religions se revendiquent de la science. La théosophie propose une immense synthèse, qui est un gros fatras, enfin c'est absolument énorme, entre science et religion. Et le spiritisme se veut, lui, carrément une nouvelle science psychique. Hein. Par rapport à ces deux nouvelles religions, le christianisme, évidemment, et le catholicisme, plus que le protestantisme, luttent fortement contre elles, mais aussi fortement contre une nouvelle conception de l'homme qui est en train de voir le jour et qui là aussi est une rupture épistémologique très importante, c'est le darwinisme. En effet, Darwin a proposé en 1859 son origine des espèces, mais beaucoup plus, la filiation de l'homme et la sélection par le sexe, qui est publiée en 71, qui est consacrée cette fois pour une grande part à l'origine de l'homme, provoque d'immenses transformations dans la vision de l'homme. Et Freud, par exemple, l'a lu, bien sûr, et connaît cela. Et donc, on sait dorénavant, du moins pour ceux qui acceptent cette vérité, parce que je crois que là, du coup, c'est une vérité, qu'il y a une évolution du vivant. Et Darwin, d'une certaine manière, montre qu'il existe la possibilité d'un arrêt de cette évolution, l'apparition de conduites anormales et dégénérescentes, et il va, enfin, sans le vouloir, si je puis dire, réactiver la peur de la dégénérescence. Or, l'homme blanc, vous le savez aussi, a été pensé comme appartenant à une race supérieure, pas par Darwin bien sûr, hein, mais par les premiers savants de la fin du XVIIIe, Cuvier hein, par exemple en France, et à la fin du XIXe siècle, ce concept de race est en train de se redéfinir en lien avec l'extension de la forte colonisation en Afrique et en Asie, mais aussi avec celle des migrations de pauvreté, en particulier celle des Juifs qui viennent de Russie et de Pologne,
Migration qui se multiplie en raison de la grande crise économique qui traverse toute l'Europe et les États-Unis à partir des années 80. Et les hiérarchies donc entre noirs, jaunes et blancs sont revisitées, tout comme celles entre les blancs, et l'antisémitisme est puissamment réactivé. À ces hiérarchisations entre races, des médecins ajoutent celles qu'ils définissent à l'intérieur des races, en particulier entre hommes et femmes, qui sont toujours présentées, vous le savez, depuis bien longtemps, enfin depuis la fin du XVIIIe et le début du XIXe, comme inférieures intellectuellement en particulier. Et les premières femmes médecins, et notamment psychiatres, par exemple, enfin Madeleine Pelletier avait raté son concours, mais Constance Pascal l'a réussi, vont bien sûr récuser ces travaux et montrer par leur action et leur théorisation que ce n'est pas le cas. Donc tout cela peut participer éventuellement à l'explication de l'émergence de ce nouveau concept d'un inconscient psychique et de ces psychothérapies, donc comme mode de guérison des maladies. Alors je termine, donc depuis, l'évolution ne s'est pas arrêtée, évidemment. La Grande Guerre a marqué à nouveau un choc. Et puis bon, et là, c'est à nous, bien sûr, mais à vous en particulier, je pense de toujours penser à ce côté idéologique, politique, de manière extrêmement précise. Bon, jusqu'au DSM, pourquoi il est apparu dans les années 80 et en constante évolution. Voilà, donc je m'arrête là. Je ne sais pas du tout si j'ai tenu mon temps. Bon, merci. Voilà, merci. Ah oui, volontiers. Alors, merci beaucoup à Nicolas Delman pour cette présentation vertigineuse. C'est vrai que c'est une forme de maltraitance des historiens que de demander de donner ce type de tâches, effectivement, à un historien. J'en parlerai à ma psychanalyste. Parce que tu en as pour 5 ans de supplémentaires, je pense, de psychanalyse. Mais voilà, pas grave. Si notre journée peut servir à quelque chose, donc voilà, on est toujours heureux. J'ai une proposition, on va passer à la discussion donc, tout à l'heure. J'aimerais peut-être juste vous proposer d'avoir vos réactions à chaud, parce que j'imagine qu'on saute d'un univers à un autre, effectivement. Là, nous allons nous donner du temps. On va inviter Florence Cartier à nous rejoindre peut-être à la table ici. Et pendant ce temps, je vais faire circuler le micro pour qu'on puisse déjà commencer à discuter.